Bonjour, on va corriger le devoir maison. Donc commençons par l'exercice 1. Donc exercice 1, 3 amis se partagent 1000 bonbons, le deuxième reçoit 4 fois le nombre de bonbons du premier, le troisième reçoit 28 bonbons de plus que le deuxième. Combien de bonbons chacun reçoit-il? Alors, on va choisir ici une inconnue. Donc en général, on prend la plus petite, c'est un peu une règle qui marche souvent. Donc ici, on voit que celui qui en a le moins, c'est le premier. Donc on va appeler x le nombre de bonbons que reçoit le premier. Donc exercice 1, soit x le nombre de bonbons que reçoit le premier. Donc soit x le nombre de bonbons du premier. Du premier ami. Alors, compte tenu ici de l'énoncé, on voit que le deuxième, si le premier reçoit x, le deuxième il reçoit 4x, et le troisième il reçoit 28 bonbons de plus que le deuxième, donc 4x plus 28. Par conséquent, l'équation qui va traduire le problème ici, c'est que x plus, donc ça c'est ce que reçoit le premier, plus ce que reçoit le deuxième, c'est donc 4x, plus ce que reçoit le troisième, et bien c'est 28 de plus que le deuxième, donc c'est 4x plus 28. Alors en toute rigueur, je devrais mettre ici des parenthèses, mais elles sont clairement inutiles, donc je ne vais pas les écrire, je vais directement écrire ça ici sans parenthèse. Donc ça me donne ça, c'est cette équation qu'il faut résoudre, donc ça me donne 9x plus 28 égale 1000. Donc on résout cette équation, ici j'ai juste réduit le terme de gauche, et si tout se passe bien, on va trouver une valeur de x entière, sinon, eh bien, voilà, ce serait un petit peu inquiétant, parce qu'ici x c'est censé être un entier, donc la solution qu'on va trouver, il faut que ce soit un entier. Donc ici on va mettre les x à gauche et les nombres à droite, donc on va transposer 28, le faire passer à droite, mais s'il passe à droite, il change de signe, donc ça me donne 9x égale 1000 moins 28. Autrement dit, 9x égale 9900. Alors pour aller à 1000, eh bien on va faire ici 9972. Donc ça tombe bien parce qu'on voit que ce nombre est divisible par 9 quand on fait la somme des chiffres. Donc on divise par 9 des deux côtés pour obtenir un seul x. Donc ça me donne x égale 108. Donc la solution de l'équation est 108. La solution de l'équation est 108. De l'équation est 108. Par conséquent, donc le premier ami va obtenir 108 bonbons, le deuxième 4 fois 108, et le troisième 4 fois 108, plus 28. Donc le premier ami reçoit 108 bonbons. Reçoit 108 bonbons. Ensuite, on fait 108 fois 4. 4 fois 8, 32. Donc ça fait 432. Donc le deuxième reçoit 432 bonbons.
Et enfin, le troisième, eh bien, on fait 432 plus 28, ce qui me donne 460. Et donc, le troisième reçoit 460 bonbons. Voilà. Alors, passons maintenant à l'exercice 2. Alors, on me dit donc ici, pour chaque affirmation, dire en justifiant si elle est vraie ou fausse. Alors, affirmation 1, on a un programme de calcul, on choisit un nombre. Alors, le mot choisir, vous avez maintenant l'habitude que dans un programme de calcul, on ne choisit pas vraiment, mais disons que ça marche pour n'importe quel nombre qu'on mettrait dans la machine. Donc, on ajoute 3, ensuite, on multiplie par 2, et ensuite, on soustrait le double du nombre de départ. Donc, moins 2 fois le nombre qui était ici. C'est un peu difficile ici à exprimer. Et donc, on nous dit ici que le résultat du programme de calcul est toujours 6. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, ici, on va traduire le programme de calcul par une expression littérale. Donc, ici, affirmation 1. Donc, si on prend soit x, le nombre de départ, donc le nombre choisi, entre guillemets, soit x, le nombre de départ. Donc, on va traduire le programme de calcul. Donc, on fait plus 3 fois 2, donc c'est x plus 3. Mais attention, là, je vais mettre une parenthèse, parce que c'est x plus 3 fois 2. Puisqu'il faut que le 2 il porte sur tout le résultat, et si on ne mettait pas de parenthèse, il ne porterait que le x2, il ne s'appliquerait qu'à 3. Alors là, ici, on veut multiplier par 2 le résultat qu'on a obtenu, donc c'est x plus 3 fois 2, moins 2 fois le nombre de départ, donc moins 2x. Donc ça, c'est le résultat. Donc ici est le résultat que l'on obtient. Là, on va écrire ça plus simplement. Donc, autrement dit, ici, ça donne 2, si on devait l'écrire correctement. Donc, sous forme réduite, sans avoir modifié l'expression. Voilà, donc 2 facteurs de x plus 3 moins 2x, c'est le résultat du programme de calcul quand on a choisi x. Donc maintenant, ce qu'on voudrait voir, c'est qu'est-ce qui se passe. C'est est-ce qu'on obtient toujours un résultat égal à 6. Alors sous cette forme, on ne le voit pas trop, mais on se dit, ça c'est une forme un peu hybride de l'expression, c'est ni factorisé, ni développé. Bon, donc on va utiliser ici la forme développée réduite de l'expression pour voir si oui ou non on obtient toujours 6. Donc, on reprend ça ici, x plus 3 moins 2x, on développe et on réduit. Donc ici, on va distribuer le 2, donc ça fait 2x plus 2 fois 3, 6 moins 2x. Donc voilà ce qui se passe quand on développe, mais donc ça, évidemment, ça se simplifie. Donc on obtient 6. Par conséquent, le programme de calcul va donner 6, quel que soit le nombre choisi au départ. On peut faire des essais et voir que c'est le cas, mais pour le prouver, pour tous les nombres, il faut le faire avec x. Donc l'affirmation est vraie. Donc l'affirmation est vraie, le programme de calcul, l'affirmation 1 est vraie. Le programme de calcul donne toujours 6. Donc voilà pour l'affirmation 1. Passons à l'affirmation 2 maintenant. Alors on vous dit que la solution de cette équation, et là ils ont mis un article défini, est une solution de l'équation, qui est une équation plus compliquée a priori,
x carré moins 2x égale 0. Alors, est-ce que cette affirmation est vraie? Eh bien, on n'a qu'à le vérifier. Donc, si on résout l'équation, parce que ça, c'est une équation de quatrième que l'on sait résoudre, enfin, une équation du premier degré, qu'on a appris à résoudre dès la quatrième. Donc, on va calculer la solution de cette équation, on va déterminer la solution de cette équation. Donc, on y va, on transpose, on va mettre les x à gauche, les nombres à droite, donc ça me donne 4x moins x égale 1 plus 5. Autrement dit, 3x égale 6. On divise par 3 des deux côtés. Ça me donne donc x égale 2. Donc la solution de la première équation, la solution de l'équation alors 4x moins 5 égale x plus 1 et 2. Est-ce que cette solution est également une solution de l'équation x carré moins 2x? Eh bien, j'ai qu'à tester est-ce que ça marche quand je le mets dans cette équation. Donc ici, je teste cette valeur. Donc pour x égale 2, je calcule x carré moins 2x. Eh bien, ça me donne 2 au carré moins 2 fois 2. Autrement dit, ça me donne 4 moins 4. Ça me donne 0. Donc, effectivement, 2 est une solution de l'équation x carré moins 2x égale 0. Donc, l'affirmation 2 est vraie. Donc, l'affirmation 2 est vraie. L'affirmation 2 est vraie. Alors, on a écrit une ici, alors que là, on avait écrit la solution. Ici. On pourrait se poser la question ici. Donc, effectivement, 2 est une solution de la deuxième équation. Est-ce qu'il y en a une autre? Eh bien, la réponse est oui, et c'est pas très difficile ici à voir. Maintenant qu'on a vu le chapitre sur les équations de produits. Donc, on va le faire ici, un titre un peu. Voilà, pour s'amuser un petit peu. Oh là là là. Entre guillemets. Alors, j'ai mon méga pinceau, je vais diminuer un peu sa taille. Hop. Et donc, je vais maintenant remplir. Allez, attendez, je vais d'abord là. Je vais remplir avec du blanc, voilà. Donc voilà, alors vous vous souvenez un peu du problème, j'étais en train de me poser la question, est-ce que... Donc j'ai dit que 2 était une solution de cette équation-là. Est-ce qu'il y en a une autre? Alors bah si, effectivement, on peut, entre guillemets, s'amuser à le faire, parce que cette équation, ben, on sait la résoudre en fait. Pourquoi? Parce que x carré moins 2x, on sait le factoriser. Et on sait factoriser par x, donc ça c'est x facteur de x moins 2. Et par conséquent, l'équation c'est x facteur de x moins 2 égale 0. Et cette équation, eh bien, on sait qu'il y a deux solutions, parce qu'en fait, soit le premier facteur il fait 0, soit le deuxième facteur il fait 0. Et donc, si le deuxième facteur il fait 0, ben, on obtient 2, c'est la solution qui était ici évoquée. Mais il y a aussi une solution qui est un peu une solution évidente, c'est quand x égale 0. Donc la deuxième solution de l'équation ici, en fait cette équation elle a deux solutions qui sont 0 et 2. Et en fait l'affirmation 2, elle évoquait cette solution, mais en fait il y en a une autre qui est 0. Bon, donc voilà pour cette petite remarque, ici c'était pas
forcément utile de le préciser, mais bon, pourquoi pas, quoi. Ici. Alors, revenons maintenant à l'exercice 3. Alors, on va encore effacer ici. Bon, même problème que précédemment. Ok. Voilà, alors, exercice 3. Donc, 3 triangles équilatéraux égaux sont découpés dans les coins d'un triangle équilatéral de côté 6 cm. Donc, ce qu'on sait, c'est que ça, ici, ça fait 6 cm. Et après, bon, ben, on coupe des triangles équilatéraux aux 4 coins, aux 3 coins. Donc dans le 1, on suppose dans cette question que les triangles équilatéraux ont pour côté 1 cm, mais c'est que pour la question 1. Donc pour la question 1, ici ça fait 1 cm. Bon, effectuer une construction en vraie grandeur. Voilà, je ne le fais pas ici. Petit b, calculer la somme des périmètres des 3 petits triangles. Bon, donc pas de souci. Exercice 3. Petit 1, petit b. Donc soit P. Alors mon grand P ici. La somme des périmètres des 3 petits triangles. La somme des périmètres des 3 petits triangles eh bien, nous avons que grand P, c'est égal à 3 fois le périmètre d'un petit triangle. Là, on a dit qu'il y avait 1 ici. Donc, ça fait 3 fois 1. Bon, je mets des parenthèses qui ne servent à rien ici. Donc, ça fait 3 fois 3 égale 9 cm. 9 cm, qu'est-ce que j'écris là? 9 cm. Donc, la somme des périmètres ici des 3 petits triangles est égale à 9 cm. Donc on demande ensuite de me donner le périmètre de l'hexagone central restant, puis le comparer à la somme des périmètres des 3 petits triangles calculés à la question B, donc soit P2. Le périmètre de l'hexagone, alors sachant que ça et ça fait 1 cm, et bien on fait 6 moins 4, 6 moins 2, ça fait 4, donc ça ici, pour la question 1, ça fait 4, donc ce côté de l'hexagone, donc ça c'est 4 cm, donc P2, ben, c'est clairement 3 fois 4 plus 1, parce il y a 3 grands côtés et 3 petits côtés ici. Donc ça fait 3 fois 5 égale 15 cm. 15 cm, décidément. 15 cm. Donc par conséquent, P2 est plus grand que grand P ici, qui était la somme des 3 petits triangles équilatéraux. Donc quand ça fait 1 ici, ben, le périmètre ici est plus grand que la somme des 3 périmètres ici. Voilà, je pourrais mettre ici donc P2 est plus grand que P. Donc maintenant on passe à la question 2. Donc dans la question 2, on se pose la question. Donc dans la question 1, on a vu que quand c'était 1, le périmètre de l'hexagone était plus grand que la somme des 3 périmètres des petits triangles. Et on cherche une valeur de x pour laquelle, donc ça on va l'appeler x. Donc on note x la longueur des côtés des triangles équilatéraux. Déterminer x pour que la somme des périmètres des 3 petits triangles soit égale au périmètre de l'hexagone central restant. Donc si ça c'est x, bon ben donc ici je vais reprendre les notations que j'avais utilisées précédemment. Donc P c'est égal à 3 fois 3x, donc ça fait 9x. Donc la somme des périmètres
des trois petits triangles, c'est 9x. Le périmètre de l'hexagone central, cette fois-ci, c'est égal à 3 fois... Alors, c'est comme précédemment, mais il y a une petite subtilité ici, c'est que donc le petit triangle, ce sera x, mais ça ici, il faut le calculer, donc c'est comme précédemment, mais c'est 6 moins 2x plus x. Alors, on pourrait mettre des parenthèses, mais là encore, ces parenthèses n'étant pas utiles directement, je ne les écris pas, mais ce qui se passe, c'est que ce périmètre, il dépend lui aussi des x, et donc, il a pour valeur 3 facteurs de 6 moins x, que l'on peut présenter sous forme développée réduite. Donc on peut distribuer le 3, donc ça fait 18 moins 3x. Donc maintenant, on cherche quand est-ce que ces deux valeurs sont égales. Donc l'équation que doit vérifier x, c'est 9x est égal à 18 moins 3x. Et il faut donc résoudre cette équation. Bon, donc ça me donne, ici on va mettre les x à gauche, donc 9x plus 3x égale 18, donc 12x égale 18, on va diviser par 12 des deux côtés, ce qui me donne donc x égale 1,5, c'est les centimètres ici, et donc la valeur pour laquelle les périmètres sont égaux, donc la somme des périmètres des petits triangles et l'hexagone central. Pour qu'ils aient le même périmètre, et bien il faut prendre x égale 1,5 cm. Voilà, on peut vérifier que dans ce cas-là, ça fonctionne. Donc voici pour l'exercice 3. Passons à l'exercice 4. Alors, on a un exercice sur une carte. Donc, Mathéo imagine un téléphérique qui partirait de la ville de Chamonix, qui est ici, et irait jusqu'au sommet du Mont Blanc. Alors, ce sera un immense téléphérique. Donc, première question, ici on a une carte, et on vous demande quelle est l'échelle de la carte, justifiez la réponse. Alors, on regarde ici la figure, et on voit, comme souvent sur une carte, que ici l'échelle est indiquée par ça ici. Bon, et on voit alors à la précision près hein, que 2 km ici correspond à 2 cm. Alors, il y avait une petite imprécision. Moi, je vais considérer ici que 2 km correspond. Alors, je ne vais pas écrire un égal, je vais mettre ici 2 km en réalité. Et bien, il correspond sur mon plan à 2 cm. Je vais considérer ici que ça tombe bien. Donc je pourrais le dire comme ça à l'échelle de la carte, c'est que 2 km en vrai, donc dans la réalité, sont représentés par 2 cm sur la carte. Mais il y a quand même une définition théorique de l'échelle. Hein, l'échelle, c'est un coefficient sans unité, c'est un coefficient de réduction, donc ça correspond à la réduction de la même façon qu'on utilise un coefficient de réduction pour, par exemple pour les triangles semblables. Donc c'est le coefficient de réduction entre la réalité et le plan. Donc ici, il faut prendre une distance sur le plan divisée par une distance équivalente, homologue on pourrait dire, dans la réalité. Donc je vais l'écrire comme ça, donc je vais mettre distance sur la carte. Donc, sur distance réelle, c'est ça une échelle en termes savants, mathématiques. Distance réelle. Donc, il faut évidemment que les deux distances soient dans la même unité. Et donc, si on inverse l'échelle, ça dit combien de fois dans la réalité c'est plus grand qu'en vrai. Donc ici, il faut que je mette les deux dans la même unité. Donc, par exemple, je vais ici mettre les 2 km en centimètres. Donc distance sur la carte, je vais considérer que c'est 2 cm sur 2 km, mais 2 km c'est 2000 mètres.
et on multiplie encore par 100 pour obtenir les centimètres. Donc autrement dit, on va calculer ça en puissance. Donc c'est 2 fois 2 fois 10 puissance 5. Donc l'échelle finalement c'est 1 100 millième. L'échelle de cette carte c'est 1 100 millième. Autrement dit, en vrai c'est 100 000 fois plus grand que sur la carte. Et on pourrait ici l'écrire avec une écriture sous forme de puissance, c'est 10-5. Autrement dit, 1 100 millième ici. Donc voilà l'échelle au sens mathématique et précis de ce que c'est qu'une échelle, qui est un coefficient de réduction. Ici, c'est 1 sur 100 000. Donc passons à la question. Donc ça, c'était la question 1. Passons à la question 2. On vous demande quelle est la distance à vol d'oiseau en ligne droite entre la ville de Chamonix et le Mont Blanc. Alors, cette question est un peu troublante parce qu'on est sur une carte et en fait, une carte, quand ça indique les distances, ça ne tient pas compte du relief parce que sinon ça rendrait les choses un peu compliquées. Donc bref, ici la distance à vol d'oiseau, je vais mesurer combien ça fait sur la carte et utiliser l'échelle. Je vais pas voilà, je vais pas considérer ici qu'il y a une inclinaison qui ferait que, vous voyez, parce que en fait on a une situation comme ça a priori. Bon. Et moi, je vais considérer que la distance à vol d'oiseau, c'est ça ici, parce que c'est ça que me donne la carte. La carte, elle ne peut pas vraiment indiquer ça. Bon, si vous aviez fait ça, j'ai aussi considéré que c'était bon dans vos devoirs. Mais donc ici, pour obtenir la distance à vol d'oiseau, on va mesurer la distance sur la carte et utiliser l'échelle. Donc dire que c'est 100 000 fois plus grand en vrai que sur la carte. Alors si jamais vous avez une échelle plus compliquée que la mienne, là vous pouvez faire un tableau de proportionnalité, en mettant que les distances sur la carte et les distances réelles sont proportionnelles. Moi ici je vais directement multiplier par 100 000 pour obtenir les distances réelles. Donc on a mesuré 10,3 cm sur la carte. Donc sur la carte on mesure 10,3 cm entre Chamonix et le Mont Blanc. Sur la carte on mesure 10,3 cm. Donc par conséquent, ensuite on fait 10,3 fois 10 puissance 5. Bon, ou alors on utilise le fait que vous voyez que 1 km va correspondre à 1 cm. Donc tout ça, ça me donne 1,03 fois 10 puissance 6 cm. Mais quand on convertit, et ben ici, alors on va s'amuser à faire un peu des conversions. Donc pour convertir en kilomètres, on va remplacer centimètres. Ce sera l'occasion de réviser des puissances de 10. Donc 1 cm, c'est 1 centième de mètre, donc c'est 10 moins 2 mètres. Mais en kilomètres, c'est 10 moins 2. Donc, allez, on s'amuse un peu. Donc ici, centimètre, c'est 10 moins 2 mètres, c'est 1 centième de mètre. Et maintenant, mètre, je le mets en kilomètres, c'est très facile, c'est 10 puissance moins 3 km. Donc ça me donne 1,03 fois 10 puissance 6 fois 10 moins 2 fois 10 moins 3 km. Donc autrement dit, ça ici, ça me donne 1,03 fois 10 puissance 1 km, parce qu'on fait 6 moins 2 moins 3, donc 1. Bon, autrement dit, ça fait 10,3 km. Bon, c'était un peu évident que là, 1 cm représente 1 km, donc on allait obtenir 10,3 km. Bon, on en a profité ici pour revoir un peu les puissances. Ça fait pas de mal. Donc ici, la distance à vol d'oiseau, entre Chamonix et le Mont Blanc est 10,3 km. Voilà. Alors ensuite, on va considérer ici la situation. Alors schématiser ici, donc la ville de Chamonix, le Mont Blanc, qui est donc le dénivelé ici.
Et on vous dit, sachant que l'altitude du Mont Blanc est 4810 mètres et que celle de Chamonix est 1034 mètres, calculez le dénivelé entre le Chamonix et le Mont Blanc. Bon, le dénivelé, c'est la différence d'altitude. Donc, pas de problème ici. On va pouvoir calculer soit le dénivelé. Donc, question 3. Soit le dénivelé. Ben, on a juste une soustraction à faire. D, c'est la différence d'altitude. Donc, ça va être 4810. C'est l'altitude du Mont Blanc. Moins 1034, qui est l'altitude de Chamonix. Et ça me donne, alors on tape ça sur la calculette, et ça me donne 3776 mètres. Alors voilà, donc à l'aide avec cette valeur ici du dénivelé, on va pouvoir calculer l'inclinaison du téléphérique. Si on avait l'idée un peu folle d'installer un téléphérique entre Chamonix et le Mont Blanc. Donc l'inclinaison elle est ici. C'est elle qu'on doit calculer ici. Et on me demande d'arrondir au degré. Donc on rédige correctement parce qu'en trigonométrie, on attend de vous que vous disiez que le triangle ici, ABC et rectangle en A, c'est indispensable. Les professeurs de mathématiques attendent cette rédaction. Vous devez la mettre. On sait que le triangle ABC et rectangle en A, ABC et rectangle en A, rectangle en A. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, on a dit qu'on savait que ça ici, là, que AC, parce que c'est ça que j'imagine que je connais et que m'a donné la carte, c'est 10,3 km. Bon, donc il faut convertir dans la même unité. On va mettre par exemple tout en kilomètres. Donc lui, je vais le mettre en kilomètres également. Donc je vois que pour obtenir ici cet angle, je vais utiliser le côté adjacent et le côté opposé. Autrement dit, une tangente. Donc tangente de l'angle ACB. Je vais noter l'angle avec les 3 lettres ici. C'est égal à opposé à cet angle sur adjacent à cet angle. Autrement dit, l'opposé c'est AB. Et l'adjacent c'est AC. D'où j'ai donc tangente de l'angle que je recherche, qui va être égal à 3, je le mets en kilomètres, 3,776 sur 10,3. Voilà, je pourrais écrire que c'est égal à 3,776 km. Donc si on a ça, on peut en déduire la valeur de l'angle C, qui est nommé ici avec 3 lettres. Donc en valeur exacte, alors entre guillemets, parce qu'on a fait beaucoup d'approximations jusqu'à maintenant, mais bon, en imaginant que tout ce qu'on a écrit est parfaitement mesuré, eh bien on a un arctane de ça. Donc je ne le calcule pas, je le fais au dernier moment, comme ça j'ai plus de précision. Et donc ensuite on demande ça à la calculatrice, tangente arctane de ce nombre ici, et la calculatrice me donne le résultat, on arrondit, ça me donne au degré 20 degrés. Donc l'inclinaison de ce téléphérique, qui serait un téléphérique très pentu, serait de 20 degrés. Donc voici pour l'exercice 4. Passons maintenant à l'exercice 5, qui est sur Scratch. Alors on va ici faire le programme, ça fait pas de mal, pour voir un peu ce qui se passe. Alors lançons Scratch.
Donc je l'utilise directement en ligne, il n'y a pas besoin de l'installer, vous le savez. Ici. On va donc faire le programme, comme ce qui est demandé ici. Donc j'utilise Scratch 3 ici, donc en ligne, pas d'installation. Je directement faire ce qu'il faut. Donc je peux directement faire ce qui est demandé. Donc voilà, donc on a ici, reprenons, on a ça à faire. Donc le bloc carré, voilà. Bon, et ensuite on a ici une variable qui est la longueur. Donc vous voyez qu'il n'est pas mis en paramètre, là on pourrait le mettre en paramètre, là ils l'ont pas mis en paramètre. Donc il y a une variable qui est un peu modifiée ici. Bon. Donc on va mettre ça ici, dans Scratch. Donc on va d'abord créer une variable qui s'appelle longueur. Alors, on va d'abord passer en français peut-être plutôt. Passons en français. Voilà. D'accord, donc on reprend. Donc on crée une variable qui s'appelle longueur. Ok. Et donc on doit faire un bloc carré. Donc on définit un bloc qui s'appelle carré et qui n'a pas de, voilà, de paramètres. Donc j'ai directement ici le bloc qui est ici. Voilà, et donc on me dit stylo en position d'écriture. Donc dans Scratch 3 il faut que je prenne ça. Donc stylo en position d'écriture. Et ensuite on a répété 4 fois. Et bien avancée de longueur, avancée de ma variable longueur. Il faudra un jour ou l'autre que je dise combien ça fait. Et on tourne à gauche de 90. Et ensuite, on relève le stylo. Ici. Donc voilà mon bloc carré. Ensuite, il y a un événement ici évident. Donc on met la longueur à 10. Et ensuite, on répète 4 fois. Carré. Et ensuite, on met longueur à longueur plus 20. On met longueur à longueur plus 20. Voilà. Et ensuite, on cache le lutin. On cache le lutin. Ici. Bon. Voilà. Et donc ça, je vais le dupliquer. Et donc le programme à côté, c'est on part de la même longueur, sauf qu'on met longueur à longueur x2. Donc ici, au lieu d'avoir un plus, c'est un fois. Et x2. Donc ça, on le supprime. Et ça, on le met là. Donc voilà, alors je vais un peu pour l'instant les séparer. Voilà, je vais un peu pour l'instant pouvoir les tester tous les deux. Et donc, voilà ici le programme. Alors revenons maintenant à notre... voilà, j'ai fait le programme. Donc voici 3 dessins. Quel dessin correspond au programme numéro 1? Aucune justification n'est attendue. Quel dessin correspond au programme numéro 2? Et ensuite, pour chacun des deux programmes, considérez le plus grand carré dessiné et déterminez la longueur de son côté en pixels. Eh bien, on va essayer ce programme. Donc, quand j'essaye ça, alors, je vais le mettre ici. Quand je clique ici sur le drapeau vert, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, c'était... Je vais recommencer parce que c'était pas très... Je recommence. Alors là, on a caché le lutin, alors on le voit plus. Donc, je montre le lutin, on va le faire un peu plus... Bon, voilà, d'accord. Donc, voyons ce qui se passe. Je reclique ici sur le drapeau vert. Voilà.
Donc très clairement, si on regarde ici, on voit que il y a un espace ici plus grand, vous voyez, parce que c'est 10, on est passé à 20. Donc très clairement, c'est le dessin numéro 2. Donc ça, c'est le 2. Donc là, c'est le dessin numéro 2. Maintenant, essayons le deuxième pour regarder ce qui se passe. Donc cette fois-ci, je vais décrocher et je vais mettre celui-là. Je vais remontrer le lutin qui est là et je vais effacer tout. Et regardons ce qui se passe quand je clique cette fois-ci sur le drapeau vert. Et ben voilà. Et on voit que c'est la transformation numéro 3. C'est le dessin numéro 3. Donc c'est le dessin numéro 3. Donc ensuite, pour chacun des deux programmes, considérez le plus grand carré dessiné et déterminez la longueur de son côté en pixels. Donc là, ici, on attend une justification de votre part. Hein. Donc, exercice 5, petit 1. Il y a un calcul qui est attendu ici dans le C. Donc, pour le programme numéro 1 ici, donc vous voyez qu'on part de la longueur qui vaut 10. Et à chaque fois qu'on fait un passage de boucle, on ajoute 20. Mais alors, sachant que la dernière modification de longueur, elle sera pas prise en compte pour le carré, parce qu'on fait le carré avant. Donc le premier carré, il y aura une longueur de 10, le deuxième, il y aura une longueur de 30, etc. Donc il faut faire 10 plus 3 fois 20, sachant que la dernière modification, elle ne sera pas prise en compte. Enfin, disons qu'elle sera prise en compte pour la variable, mais il n'y aura pas de carré qui sera construit avec. Donc ça ici, ça fait 10 plus 60 égale 70. Autrement dit, le plus grand carré a pour côté, donc le côté du grand carré, le côté du plus grand carré est 70 pixels. Maintenant, faisons-le pour le deuxième qui est ici. Alors pareil, hein, on part de 10 et on multiplie par 2 3 fois de suite, sachant que la dernière multiplication, elle ne sera pas prise en compte, on ne tracera pas de carré avec. Donc c'est 10 fois 2 fois 2 fois 2. Donc autrement dit 10 fois 2 puissance 3, 10 fois 2 au cube. 10 fois 2 au cube si on... Voilà, on préfère l'écrire comme ça. Donc ça ici, ça fait 10 fois 8 égale 80. Et donc par conséquent, le côté du plus grand carré pour la deuxième transformation, là, pour le programme 2, donc ça c'est P1. Et là c'est P2. Eh bien c'est 80 pixels. Donc voici pour ce programme. Alors maintenant on veut modifier le programme numéro 2 pour obtenir le dessin ci-contre. Donc il y a des petites modifications. Parmi les 3 modifications suivantes, laquelle permet d'obtenir le dessin souhaité. Alors vous voyez que dans le premier, alors on va essayer, effectivement, c'est voir ce qui se passe. Donc vous voyez ici, donc on met longueur à longueur x2, donc comme un peu dans le dernier dessin, et on avance de longueur plus 10. Alors voyons voir ce qui se passe quand on fait ça. Donc c'est longueur x2 et on avance de longueur plus 10. Donc voici ce que ça donne. Donc ça c'est le programme ici.
le deuxième ici. On va voir combien ça donne ici, ce que ça donne. Voyons voir un peu ce qui se passe. Donc, je vais tout effacer. Je vais montrer le lutin parce que je ne sais plus où je suis. Je suis là. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ah, voilà. Alors, vous voyez, ce qui se passe, c'est que on a un peu la même situation de triangle, sauf qu'on avance à chaque fois. Donc, la première fois, donc on a modifié, on avait 10 au départ, on a fait 10 fois 2, 20, et on a avancé 30. Donc là, ici, oui, on avance. Donc là, il y a un espace, deux espaces. Donc, ce n'est pas exactement la transformation ici que l'on souhaite. C'est trop espacé, on voit ici. Vous voyez ici la situation. Donc ça, c'était pour la deuxième modification. Alors, si maintenant je mets avancé de longueur plus 10 en dessous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pas grand-chose en fait. Ça va pas être terrible ça. Si on fait ça, donc pareil, je vais effacer tout. J'efface tout, je montre le lutin. Je le mets là. Et je lance. Voilà, vous voyez, il ne se passe pas grand chose. Il y avait 80 pour la dernière valeur. Donc ici, sauf il y a 80 par des carrés, mais donc après on multiplie encore par 2, donc ça fait 160. On ajoute 10, donc finalement on avance de 170. Et on obtient ici le lutin. Donc en fait on a fait la figure comme si ça finalement ça ne servait pas. On peut le modifier ici, si je le mets là, que j'efface tout. Si je clique là maintenant, ça me fait la figure. Et après, je peux faire ça maintenant. Et hop, vous voyez, et je bouge maintenant. Sauf que ça l'a caché. Mais si je le montre maintenant, voilà. Donc en fait, et après, il a bougé de ça. En fait, voilà. Comme c'est pas dans la boucle, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon, et c'est la dernière modification qui fonctionne, à savoir, enfin la première plutôt, celle qui est ici. Donc avancer de longueur plus 10. Ici, donc juste après... donc on a la bonne articulation des carrés, mais ici on va avancer de longueur plus 10 juste avant. Donc reprenons ici, on va avancer de longueur plus 10 dans la boucle. Donc on fait le carré. Je vais enlever le cachet pour l'instant. Je veux montrer mon lutin. Il est là. C'est parti. Voilà, et donc là c'est bon. Là on voit qu'on a fait un carré. Ensuite, on a avancé de longueur plus 10. Donc on est arrivé ici, là. Vous voyez, on avait mis à chaque fois, il y a 10 d'écart. Il y a 10 d'écart à chaque fois en plus, parce que on était là, on a fait celui-là. Ensuite, on s'est, hop, on fait celui-là. Ensuite, hop, plus de 10. Et bon, et donc on a bien obtenu la figure souhaitée, à savoir celle-ci. Et c'était donc ici la modification numéro 1 qui était attendue. La modification modif 1. Modification 1.